Chapitre 10, Loi de Kepler, Grand 4, Applications. Tout d'abord, nous allons étudier les satellites géostationnaires. Première question, est-ce qu'on peut avoir un satellite géostationnaire, donc voici la Terre ici, un satellite géostationnaire à la verticale, par exemple, de Paris, ici. Voilà le satellite. Alors, si l'on étudie le mouvement, donc le satellite géostationnaire reste fixe à la verticale d'un point. Si, donc, comme la Terre tourne comme ça, le satellite va aussi décrire un mouvement de rotation comme ça. Donc, le cercle décrit par le satellite sera ici, et donc l'accélération, s'il est à la verticale de Paris, sera comme cela. Or, l'accélération fois m correspond à la force extérieure. Or, la force extérieure, bien sûr, c'est la force de gravité. Et ici, la force de gravité donne sur rien du tout, puisque c'est un point qui est dans le vide. Donc, conclusion, il est impossible qu'un satellite soit à la verticale géostationnaire, soit à la verticale, par exemple, de Paris. Il faut impérativement que le satellite géostationnaire soit à la verticale d'un point sur l'équateur. Effectivement, si le satellite géostationnaire est à la verticale d'un point sur l'équateur, lorsqu'il va tourner avec la Terre ici, l'accélération sera au centre du cercle, donc le produit m fois a sera également au centre du cercle, et donc la force de gravitation va vers le centre du cercle, qui est, dans ce cas-là, le centre de la Terre. Donc les satellites géostationnaires ne peuvent être qu'à la verticale d'un point sur l'équateur. Nous allons maintenant déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire. Donc pour cela, nous utilisons la troisième loi de Kepler, c'est-à-dire t carré sur r au cube est égal à 4pi carré sur gm, donc 4pi carré sur gm que nous avons trouvé précédemment. Donc nous on s'intéresse à r ici, donc r va être égal à t carré fois gm sur 4pi carré, et donc comme r est au cube, il va falloir calculer la puissance 1/3 de ça. Nous allons maintenant remplacer. Alors, ici, la durée t, c'est une journée de rotation de la Terre. Donc, ce n'est pas tout à fait une journée de rotation par rapport au Soleil, puisque la Terre tourne aussi, tourne de deux façons autour du Soleil. Donc, c'est ce qu'on appelle un jour sidéral, qui est de 23h56. Donc, 23 fois 3600 plus 56 fois 60, puisque bien sûr, on place le temps, la période de rotation en secondes, fois g, donc 6,67 fois 10 puissance moins 11, fois m, c'est la masse de la Terre. La masse de la Terre, c'est 6 fois 10 puissance 24 kg. Ensuite, on divise tout ça par 4pi carré, et le tout est à la puissance 1/3. Lorsque l'on fait le calcul, on obtient R, donc cette distance entre le satellite et le centre de la Terre, qui est de 4,2 fois 10 puissance 7 mètres. Or, donc voici la Terre, donc le centre, le satellite est par exemple ici. Donc ça, c'est la distance R. Et la distance R correspond au rayon de la Terre RT plus l'altitude H. Donc ici, on aura H qui est égal à RT moins R. R moins RT plutôt. Je vais effacer. Voilà, R moins RT. Donc H est égal à 4,2 fois 10 puissance 7 moins 6,3 fois 10 puissance 6 mètres, qui est le rayon de la Terre en mètres, et donc on obtient 3,6 fois 10 puissance 7 mètres,
C'est-à-dire que le satellite géostationnaire se trouve à 36 000 km de la surface de la Terre. Deuxième exemple de calcul, calcul de la masse du Soleil à partir du mouvement de la Terre. Donc on sait que la distance Terre-Soleil est égale à 150 millions de kilomètres, donc 150 fois 10 puissance 6 km, et que la période de rotation de la Terre, donc en prenant trois chiffres significatifs, est de 365 jours. Donc de la même façon, nous allons utiliser la troisième loi de Kepler, donc T carré sur R3 est égal à 4pi carré sur Gm. Or ici, T carré est en secondes et R est en mètres. Donc il faut convertir. Nous allons convertir. R, donc c'est dTs, c'est égal à 1,5 fois 10 puissance 8 km, c'est-à-dire fois 10 puissance 11 mètres. Et T, c'est égal à 365 fois 24 nombre d'heures par jour fois 3600 nombre de secondes par heure. T est égal à 3,15 fois 10 puissance 7 secondes. Nous allons maintenant déterminer la masse. Donc la formule pour obtenir la masse à partir de la loi de Kepler ici présente est M est égal à 4 pi carré sur G. Au numérateur, on a aussi R cube et au dénominateur, on a T carré. Si l'on remplace, on obtient M, la masse du Soleil, est égale à 4 pi carré fois 1,5 fois 10 puissance 11 au cube divisé par 6,67 fois 10 moins 11 fois 3,6 fois 10 puissance 7 au carré. Ce calcul va nous donner M est égal à 2 fois 10 puissance 30 kg. Troisième exemple, juste une étude qualitative. Est-ce que les particules des anneaux de Saturne tournent à la même vitesse? Donc on a Saturne ici, et donc on va représenter ici par exemple une portion de l'anneau, Saturne. Ici vous avez l'anneau comme cela, voilà, comme cela. C'est pas très bien dessiné, je vais peut-être le reprendre, là, voilà. Alors, voilà. Est-ce que la particule qui est ici va à la même vitesse? Est-ce que l'anneau, toutes les particules de l'anneau se déplacent de façon homogène? Alors, il faut utiliser la formule que nous avons démontrée dans le grand 3. Dans le grand 3, on a trouvé que la vitesse d'une particule, la vitesse de l'objet qui tourne autour du centre de l'étoile ou de la planète, V est égal à racine de Gm sur R. Cette formule veut dire que si R augmente, alors V diminue. Donc c'est-à-dire si la distance augmente, c'est-à-dire qu'ici, la vitesse sera plus grande, donc la vitesse sera plus grande ici que ici. Donc les particules qui se situent
au début de l'anneau, c'est-à-dire plus vers le centre de Saturne, iront plus vite que les particules qui se situent à l'extérieur. Donc effectivement, les particules des anneaux de Saturne ne tournent pas à la même vitesse.